Le S&P 500, le Standard & Poor's 500, l'indice large américain qui tourne autour des 5000 points pour la première fois de son histoire. Paris, New York, Tokyo, tous les indices boursiers sont proches de leur sommet. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau en duplex avec nous depuis Genève. Plus 25% pour le MSCI World, l'indice large boursier mondial, 1600 valeurs. Plus 25% depuis début 2023. Là aussi, on est au plus haut de son histoire. Est-ce qu'on nage aujourd'hui dans l'euphorie? Parce que j'ai le sentiment que c'est quand même pas aussi simple. On a évidemment les 7 magnifiques, on retire Tesla, mais en dehors des 7 magnifiques ou des 6 magnifiques, c'est quand même pas l'extase sur beaucoup de valeurs. Non, mais il faut quand même rappeler une chose, David, c'est que si vous prenez le cas du S&P 500, vous avez 50% des valeurs qui sont en zone positive cette année, en 2024. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration évidemment sur les valeurs qui progressent le plus, mais vous avez quand même 50% des valeurs qui sont dans le vert. Et donc on voit qu'il y a un rattrapage qui est fait sur certains secteurs, notamment les secteurs l'année passée qui avaient mal fait, comme les services de communication, la santé, la finance notamment, qui rebondissent en ce début d'année, au-delà, je le répète, des valeurs de la tech. Et donc, je dirais que le partage est un peu plus Plus équilibré. démocratique cette année. Et plus équilibré. Donc le marché est un peu moins accro tout en étant toujours au 7 ou au magnifique, moins Tesla. On a vu le résultat de Disney aussi, magnifique. Oui, oui, tout à fait. Et vous savez, il y a une chose, et vous savez très bien, David, que j'aime bien les statistiques historiques, mais vous savez que ce qui fait peur lorsqu'on est à un sommet, que ce soit sur le S&P 500, le CAC, etc., c'est qu'on sait que tous les cracks boursiers historiques, eh bien, ont commencé à partir d'un sommet, ce qui est assez logique. Mais si vous regardez au niveau de l'histoire, eh bien, les sommets historiques ont tendance à se regrouper pendant les périodes de reprise. D'accord? Je vais vous donner un exemple très concret. David, c'est que depuis 1950, eh bien 6,7% des jours de bourse ont été marqués par des nouveaux sommets historiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur 100 jours de bourse, vous avez 6,7 jours, c'est-à-dire allez, 7 jours où vous avez un nouveau record historique sur le S&P 500. Mais si vous regardez ce pourcentage, il est beaucoup plus élevé lorsque vous êtes dans un marché haussier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire dans les années 90, vous vous souvenez, David, dans les années 90, eh bien, on était dans ce qui s'appelait un bull market. Eh bien, dans les années 90, 12% de l'ensemble des jours de bourse étaient positifs. Entre 2013 et 2019, c'était 14%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que normalement, les nouveaux sommets, ceux qu'on connaît actuellement, historiquement, eh bien, sont un signal haussier la plupart du temps. Bon, c'est intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on a quand même vu des signes de craquement, enfin craquement, je ne sais pas si c'est un craquement, mais quand on voit que Snap chute de 35% cette semaine, Tesla qui perd 25% depuis le début de l'année, il y a des signes de craquement, pardon de voir, de voir les problèmes, mais on a, vous écoutez, toujours un marché à deux vitesses, même si c'est moins le cas, puisqu'il y a une meilleure répartition des hausses à Wall Street. Oui, tout à fait. Et vous l'avez dit très justement, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec L'Oréal qui perd plus de 7%. On voit que les résultats qui ne sont pas en ligne avec le consensus, eh bien, sont sanctionnés extrêmement lourdement. Vous l'avez dit. Et à l'inverse, on a vu les résultats de Meta où on a eu une progression de 20%. On a vu les résultats de ARM avec une progression hier de 50%. Et donc, à l'inverse, eh bien, on est dans une question d'excès. Alors, évidemment, dans les statistiques que je vous ai données, et évidemment, dans une situation où depuis le début de l'année, le S&P 500 a fait 9 records historiques, eh bien, il faut que ce marché souffle. Et qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'un marché souffle? Eh bien, il corrige de quelques pourcents. Maintenant, évidemment, et c'était dans votre question initiale, David, quels sont les risques? Alors, les risques, on en avait parlé l'année passée. Évidemment, le risque principal, c'est une erreur de politique monétaire. C'est qu'en fait, pour une raison, par exemple, pour une raison X, Y ou un redémarrage de l'inflation, eh bien, les banquiers centraux décident de ne pas ou très très peu baisser leur taux cette année. Donc il faut que le consensus, comme on en a déjà parlé ensemble, eh bien, se réadapte à un marché où en fait vous ne seriez pas dans une année de pivot, mais dans une année de petit pivot, c'est-à-dire on baisse les taux d'une ou deux fois et pas de 5 comme le consensus le voudrait pour le S&P 500. Pour que cette ascension qui paraît irrésistible se poursuive, il faut des relais de croissance. Où sont-ils?
Alors, je dirais que les relais de croissance, il y en a plusieurs. La première des choses, c'est évidemment les résultats des entreprises, comme on l'a vu. Et on a vu notamment, et je suis désolé de revenir là-dessus, mais on a vu sur la question de l'intelligence artificielle que les entreprises vous donnaient toujours un message de croissance très fort. Donc, il faudra évidemment qu'on attende les résultats d'NVIDIA. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'était aussi le fait qu'on ait été extrêmement surpris par la vigueur de la croissance économique aux États-Unis et d'une certaine manière, malgré le fait qu'elle soit plus faible, eh bien, en Europe, même s'il n'y a pas de croissance, mais on n'est pas rentré pour l'instant dans une récession dure sur laquelle pariaient certains investisseurs. Et la troisième chose, évidemment, c'est si on est obligé d'en parler, eh bien, la question géopolitique, si on ne devait pas avoir une nouvelle escalade des conflits au Moyen-Orient ou en Ukraine. Alors, c'est très compliqué de parler de ça parce que personne n'en a aucune idée, mais ce serait aussi un relais de croissance pour les marchés boursiers. Attention, hein, pas pour ce qui est en train de se passer là-bas sur le terrain, mais on voit qu'on a quand même quelques relais de croissance potentiels. Et évidemment, le dernier, c'est si on a les banques centrales qui baissent leurs taux, et en l'occurrence, la Fed qui baisse ses taux pas plus tard que juin, et potentiellement la Banque centrale européenne qui baisse ses taux en avril, avant la Banque centrale américaine. Ça serait un jour à marquer d'une pierre blanche, la BCE qui dégaine avant la Fed, soit dit en passant. Avant de se quitter juste, on en est où, John, par rapport aux prévisions de début d'année qu'avaient les analystes sur les principaux marchés boursiers? Bah, écoutez, c'est assez intéressant parce que si vous regardez sur le S&P 500, par exemple, puisque c'est un peu la jauge des boursiers, eh bien, on voit que le consensus qui avait donné ses prévisions au 31 janvier, eh bien, on est au-dessus du consensus, c'est-à-dire du niveau auquel devrait arriver le S&P 500 au 31-12 de cette année, eh bien, on est au-dessus d'un peu plus de 2%. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que si le consensus avait raison, ben on sait qu'il a toujours tort, mais si le consensus avait raison, eh bien, on serait déjà au plus haut point des marchés boursiers, en tout cas du S&P 500, et qu'on devrait encore baisser d'une certaine manière de 2%, ce qui semble assez improbable. Et vous savez, je donne juste une toute dernière statistique qui a été publiée par JP Morgan, qui vous dit, et ça paraît assez incroyable, mais qui vous dit que si vous aviez investi n'importe quel jour de l'année depuis 1988, un an après, en réinvestissant les dividendes, eh bien, votre retour sur investissement serait de 12% sur le S&P 500. Si vous investissez n'importe quel jour. Un an après, c'est 12%. Mais si vous aviez investi à chaque fois que le S&P 500 était sur un sommet historique, eh bien, un an plus tard, le retour sur investissement serait de 15%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous investissez au plus haut, ce qui paraît bizarre, hein, si vous investissez au plus haut, eh bien, votre retour sur investissement est meilleur que si vous investissiez n'importe quel jour de l'année. Et ça confirme le fait que ces nouveaux sommets historiques arrivent souvent dans des périodes de reprise. Et ça paraît bizarre parce que l'année passée, on se souvient, on a eu quand même des performances extraordinaires, notamment pour les valeurs liées à la technologie. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabaud en duplex avec nous depuis Genève. Salut. Merci David.